semaine, nous avons toute activité, nous. Et jeudi, nous connaissons par rapport avec session hebdomadaire, nous là, dans l'heure, ça, 1 heure, pour que nous soyons capables de faire un partage dans la connaissance que nous gagnons. Jeudi, le thème que nous avons gagné, c'est l'importance de la confidentialité en médecine clinique. Importance de la confidentialité en médecine clinique. Maintenant, objectif spécifique qui va le dérouler autour de thème ça, c'est montrer l'importance de la confidentialité et le secret professionnel dans la prise en charge des patients. Et deuxièmement, montrer comment gérer et protéger le dossier des patients. Normalement, comme nous tous nous connaissons, nous gagnons des sessions hebdomadaires chaque jeudi, 1 heure, 2 heures. Et gagnons dans session qui ouvre à tout prestataire, tant que médecin, pharmacien, biologiste médical, psychologue, travailleur, etc. Et gagnons un pilote qui est beaucoup plus spécifique, il est réservé à personnel laboratoire. Moi-même, c'est Katia Michel, docteur. Jean-moi te dit au commencement, c'est un plaisir pour me capable ensemble avec nous. Et moi, nous avons expert nous pour aujourd'hui. Expert nous pour aujourd'hui, c'est docteur Gérard Lebeau, qui a bien pour présenter nous thème, qui c'est l'importance de la confidentialité en médecine clinique. Et après expert nous avons Monsieur Sadam Benoît Pierre, qui a présenté nos cas jeudi. Et au niveau du hub, jeudi, ce n'est pas LNSP que nous sommes, nous HUP qui a accueilli nous. Nous disons merci à l'équipe HUP qui a accueilli nous pour jeudi. Et au niveau du hub, moi, je suis ensemble avec moi, Monsieur Amel, s'il vous plaît. Merci Katia, bonsoir Madame Katia, bonsoir et les autres collègues. Donc, je nous connais déjà, non pas moi, c'est Amel Ide, c'est facilitateur et coordonnateur du programme L'Emportant avec nous dans la session aujourd'hui. Merci Katia. Merci Amel. Monsieur Lénol. Bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir de vous avec nous dans le ça. C'est une bonne participation. Nous avons l'autre monde qui est ensemble avec nous, qui fait partie de HUP. On a demandé pour que vous capable de présenter, s'il vous plaît. Merci, Madame Magloire. Merci, Monsieur Augustin. Merci, Monsieur Gary. Nous prenons un petit temps pour que nous soyons capables de connaître qui est-ce qui est ensemble avec nous dans la communauté à jeudi. Eugène, présentez-vous s'il vous plaît. Eugène. Mes adieux. Docteur Nancy. Docteur Nancy Lanco. Bien-Âge Biema. Veuillez activer le son et indiquer votre lieu de pratique, s'il vous plaît, votre ville. HIC Port-de-Paix. Bonjour. Bonjour. Ok, on est là. C'est bien complet aujourd'hui. On est nombreux. Je suis Jean-François Elkizéné, responsable du laboratoire. Je suis accompagné du personnel et avec beaucoup de stagiaires comme vous pouvez constater aujourd'hui. Merci, bienvenue à vous tous. Merci. D'accord. Bonjour, ça m'a présenté pour ce machine, je dis fait que
page là t'es corrigé. Mais pas ouais, moi ça vous montrez. Ok. Merci. HIC Port-de-Paix. HIC Port-de-Paix, présentez ce que nos prestataires, s'il vous plaît. OK. Dans Léon Amlis. Dans Léon Amlis, technologie médicale. OK. Merci, bienvenue, Amnis. Autre. Tout est Yolette. Bienvenue, Yolette. Il nous reste 2. C'est des beaux à la rose. D'accord. Merci, bienvenue. Il nous reste 1. Bonsoir. Bonsoir. OK. Bonsoir. Merci beaucoup et bienvenue. Maintenant, on continue. Je fais place à M. Hamel. Merci, Katia. Donc, comme vous le savez déjà, le projet ECHO est un programme d'apprentissage basé sur les cas qui peuvent être des cas pratiques ou des cas cliniques. C'est pourquoi nous encourageons toujours les prestataires à nous envoyer des cas en rapport avec les présentations didactiques. Donc, nous avons toujours des cours de présentation didactique à chaque session. Et puis, majeure partie de temps à passer exactement dans discussion en rapport avec cas, afin que nous puissions tirer des recommandations. Session ça a bien pour enregistrer. Donc, à chaque monde qui a participé dans la session, lorsque vous pas prendre la parole, nous demandons pour que vous fermez le micro. Parce que lorsque nous quittons le micro ouvert, les faisons et sont capables de déranger la session entièrement. Donc, lorsque nous prenons la parole, s'il vous plaît, activez la caméra. Donc, une fois de plus, moi, je dis merci à la présence dans la session aujourd'hui. Moi, je suis certain que nous allons tirer le maximum de profit qu'il faut à la session. Une fois de plus, merci. Merci, Katia. Merci, M. Hamel. Maintenant, on va passer à notre première question de sondage. S'il vous plaît, Renaud. Nous sommes à combien de sessions écho? 15, petit b 20, petit c 19, petit d 18. Il faut choisir la meilleure réponse. Nous encourageons pour que nous tous participions, pour nous choisir la réponse qui est plus bonne. Nous sommes à combien de sessions écho? Entre-temps, nous avons demandé à M. Sadam Benoît Pierre pour qu'il soit capable de préparer pour la présentation de son cas. Merci. Moment, Sadam. J'aurais... Non, je vous demande quelque chose et rapidement. Ah, okay, et si vous pouvez partager avec moi, et pour moi, de préférence, l'écran et du cas parce que malheureusement, je n'ai pas tous les moyens parce que l'Internet nous fait défaut et sérieusement. Sadam, et vous savez que nous sommes en déplacement, nous ne sommes pas au niveau du hub. Ok, aucun problème. Essayez donc de partager l'écran. Vous pouvez nous l'envoyer rapidement sur WhatsApp? Oui, je peux. Fais-le maintenant. Donc, OK. Le moment pour que les prestataires puissent voter pour la meilleure réponse. Donc, nous sommes à combien de sessions écho? Si vous suivez activement les sessions, donc vous n'aurez pas de difficulté pour savoir à combien de sessions écho nous sommes aujourd'hui. Donc, nous saluons les étrangers qui participent dans la session d'aujourd'hui avec nous. Merci d'être là. Je viens d'envoyer. Vous avez envoyé à moi ou à Conan? Non, à Conan. D'accord. Merci. OK, merci d'avoir participé à la question du sondage.
On va voir la meilleure réponse. Pour la réponse A, nous avons 29% de personnes. Pour la réponse B, on a 35% de personnes. La réponse C, 24% de personnes qui ont répondu. Et la réponse D, 18% de personnes. Maintenant, la meilleure réponse. Votre micro est fermé. Je crois qu'il y a un souci d'Internet aussi. OK, donc on va continuer la présentation. Je pense le temps que le hub nous rejoigne. HSN, bonjour. HSN? OK, le hub vient de nous rejoindre. Monsieur Sadam? Oui, oui, je suis là. D'accord, merci. Est-ce que je dois commencer? Oui, oui, c'est à vous. OK, Conan, s'il vous plaît. OK, donc, bonsoir déjà à tout le monde. Mon nom, c'est Sadam Pierre Benoît. Je suis de l'hôpital Sainte-Louverture et d'Henry et je suis le gestionnaire de données du programme VIH. Donc, le cas que nous allons discuter ensemble, c'est un cas qui se présente comme suit. Donc, je vais vous expliquer comment. C'est une femme qui était dépistée chez nous. Le but de son dépistage, c'était pour le mariage. Donc, elle est devenue positive et elle s'est enrôlée dans le programme parce qu'avant tout, nous lui avons proposé d'être enrôlée. Maintenant, le problème, c'est que il y a un souci. Il y a une personne qui connaît son statut et l'a partagé avec d'autres personnes, d'autres tierces. Mais ce n'étaient pas des personnes de l'équipe, bien entendu. Donc, le problème, c'est elle devrait se marier. D'ailleurs, c'est la raison principale de son test. Maintenant, elle nous a demandé, puisque nous avons partagé, entre guillemets, nous avons partagé son statut, donc, pour ne pas perdre son futur époux, on doit lui donner un test négatif. Donc, comme conséquence, elle a arrêté de fréquenter le centre parce qu'elle nous dit, entre guillemets, que nous sommes des tripotailles, des gens qui ne tiennent pas leur langue. Et après, elle nous dit de ne plus la contacter. Donc, comme réparation, comme je viens de vous dire, elle a demandé qu'on lui donne un test séropositif négatif. Donc, ce qu'il y a comme observation, c'est que il y a un bureau du CDV qui est partagé par notre service et de l'hôpital. Maintenant, la première chose qu'on a entreprise, c'est d'identifier la personne qui a partagé son statut. Et puis, après, nous avons eu une discussion pour savoir qu'est-ce qu'on va faire exactement. Maintenant, le problème, c'est face à cette situation, quelle attitude à tenir vis-à-vis de la patiente et que probablement que nous allons perdre parce qu'elle a dit qu'elle ne veut plus venir à l'institution. Et deuxièmement, est-ce qu'on doit lui donner, la donner le résultat négatif? Bon.
Donc, c'est ça le cas en gros. Donc, j'attends vos questions. Alors. Merci, M. Sadam. Je vais laisser faire un bref résumé de présentation par là pour que nous soyons capables de prendre les questions nécessaires. Maintenant, il y a une dame qui va le marier, qui vient dépister la caillou, et puis les résultats sont positifs. Exactement. Il commence à prendre, il a enrôlé normalement, et il commence à prendre ARV. Et puis, malheureusement, statut sérologique lui prend la rue. Ça qui vient de présenter, il dit que c'est un agent dans le centre qui mettait posé dans la rue. Maintenant, comme conséquence, il n'est pas venu dans ce centre encore et puis il campé sous traitement que il prend. Et il déclarait que c'est un parmi nous qui mettait à faire dehors. Maintenant, pour que il a fait nos marchés, il demandé pour que il capable de quitter ça, il faut que nous balions un résultat d'un test qui est négatif. Maintenant, on finit ensemble avec Kala, c'est pour que tous les prestataires soient capables d'avis sur cas et pour que vous capable de prendre par rapport ensemble avec patient ça, comment nous allons identifier les gens qui mettent causé à dehors et puis qui attitude que nous sommes capables de gagner pour nous récupérer le patient là. Est-ce que résumé maintenant bon? OK. Oui, parfait, parfait. Merci. Maintenant, on va passer aux différentes questions de clarification. Prestataires, nous là, nous tendez. Maintenant, on attend les questions de clarification. Sadam prêt pour que les capable de répondre. Oui. Les questions de clarification. HUJ, question de clarification. Docteur Lebeau, oui. Oui, question maintenant. Bonjour tout le monde. Question, est-ce que vous parlez que vous demandez, dame demandé que vous bali un test négatif? Est-ce que nous bali? Et réponse là non, nous bon, non pas balil parce que statut c'est positif. Non, pas balil. OK. Au fait. Très bien, non, c'est parce que l'on dit nous pouvons balil là. Parce que faut pas balil. Parce que bon, oui, si on menti ou bien faux, son faux la pied. Oui, ça, oui, c'est vrai. Jamais respecter ça. OK? Il y a qu'on est ça parce que même mon test négatif là, il va le faire comme ça pour dehors. Que même le positif, il y a un bon test négatif. Oui. Et la chose que je devrais utiliser l'expression pourquoi, c'est pas pour beaucoup balayer, mais plutôt pour bien chuter sur le point ça pour nous discuter entre équipes là. Mais c'est pas pour beaucoup balayer parce que certainement son résultat c'est négatif, positif pardon. Autre question de clarification? Il y a des questions sur le chat. Donc, Samit a levé la main. Samit Jean-Noël. Oui, bonsoir à tous. Je suis Bonsoir. Samit Jean-Noël, c'est infirmière sage-femme et puis c'est la référente sanitaire pour Médecins du Monde Espagne. J'ai une question par rapport au cas. Comment la dame elle peut être sûre que c'est un des prestataires de l'hôpital qui a divulgué l'information? OK. Est-ce que vous l'avez questionné pour savoir comment elle peut en être sûre? Par exemple, elle-même si elle a une amie de confiance, qu'elle peut confier ça à quelqu'un d'autre. Donc, il y a plein de possibilités pour que ça puisse être divulgué. Oui, OK, merci pour la question. Et ça, Jean-Noël, Madame Jean-Noël. Et
Et comment elle est sûre? C'est parce que la personne qu'elle suppose partager son statut, c'est une cousine de son futur époux. Donc, et pour vous mettre exactement dans le portefeuille du sujet, c'est que elle estime que la personne qui a partagé son statut a dit à son mari, à son futur époux, pardon, que et méfiez-vous de cette personne parce qu'elle est malade. On l'a vu venir au centre pour les examens de VIH, etc. Donc, c'est cette façon qu'elle suppose que cette personne-là a partagé son statut. Donc, une personne qu'elle a estimée qui a fait la chose. Excusez-moi, j'ai une autre question par rapport à ça. Donc, si elle sait que c'est une cousine qui a partagé l'information, dans ce cas, pourquoi elle a des problèmes avec l'hôpital, elle ne veut plus venir. Donc, je croyais qu'elle pensait que c'était un prestataire qui avait divulgué l'information. Oui. Dans ce que, excusez-moi encore, et la cousine est une prestataire. Ah, bon, là, c'est compliqué. Oui, bien sûr. La personne qu'elle suppose, c'est une prestataire. Alors, c'est Dr. Lafosse. Bonsoir, Dr. Lafosse. Généralement, pour les examens prénuptiaux, c'est monsieur et madame. Pourquoi c'était seulement la dame? C'est au premier volet. Deuxièmement, n'était-ce pas imprudent de l'hôpital d'avoir au niveau du site un autre service? Merci. Reprenez la deuxième question pour moi, s'il vous plaît. N'a-t-il pas été imprudent de la part de l'administration de l'hôpital d'avoir à l'intérieur du site du CDV un autre service? Donc, un autre groupe de prestataires. OK, je comprends. Et pour la première question, fort souvent, c'est les deux personnes qui viennent pour les examens prénuptiaux, mais parfois aussi, il y a, par exemple, le mari, il peut faire l'examen dans un centre et la dame dans l'autre. Ça dépend de l'affinité ou de disponibilité des deux personnes. Donc, ça peut être que, puisque c'est le résultat qu'on cherche, ce n'est pas un hôpital ou bien un centre en particulier. Donc, c'est pour le premier volet de la question. Puis la deuxième, c'est qu'en espace réellement, et on essaie de joindre les deux bouts. Par exemple, l'autre service en question ne fonctionne pas et par exemple, c'est malnutrition. On voit les enfants uniquement et une fois par mois, 2 fois par mois. Donc, et c'est pas totalement un service qui fonctionne de manière régulière. Mais les autres personnes ont l'habitude de venir par exemple, frapper pour prétendre qu'elles viennent dans le service de malnutrition, mais c'est le contraire, c'est pour identifier les personnes et d'autres personnes. Merci. OK. Madame Stanislas? Oui, bonsoir, c'est Madame Stanislas. J'ai une question. Les registres, donc en ce moment, comme vous partagez l'espace avec un autre service, vos registres, vous les gardez où? Vos registres restent dans le service ou quoi? Non. Et merci pour la question, Madame Stanislas. Et les registres, on les garde exclusivement soit dans le bureau du gestionnaire de données ou dans le bureau de l'infirmière et qu'on garde les informations confidentielles. Donc, les informations confidentielles, on ne les laisse pas dans le bureau, non. J'ai une autre question. OK. Merci pour la première réponse, ça va. La deuxième question. Donc, j'ai compris que le service était partagé avec le CDV partagé avec un autre service. Mais vous avez dit tantôt que le service ne fonctionne pas tous les jours. Mais le jour...
Le jour où la personne excuse- a fait le test, est-ce qu'il y avait d'autres personnes à rentrer dans la salle? Premièrement, c'est pas totalement, exclusivement le service CDV, entre guillemets, c'est de préférence le bureau du travailleur social et son bureau est partagé, mais c'est pas le service du CDV exclusivement. Donc, c'est le bureau du travailleur social. Ça, c'est une première chose. Puis, deuxièmement, et on ne sait pas exactement si une personne était dans la salle parce que cette personne-là, elle a déjà un chirurgie virale indétectable et c'est une personne qui a plus de 3 mois sur ARV. Donc, on ne peut pas se souvenir exactement est-ce qu'il y avait une personne qui est entrée dans le bureau ce jour-là. Malheureusement. Ce que je veux comprendre, est-ce que lorsqu'on reçoit le client, est-ce que le client est seul avec le travailleur social? Parce que si le bureau est partagé, est-ce que vraiment on reçoit une personne, donc c'est le client et le travailleur social, ou il y a une autre personne dans le bureau? Non, et c'est exclusivement le client et le travailleur social. Mais il se pourrait parfois, par exemple, s'il y a curiosité, peut-être qu'une personne vienne frapper, même si le travailleur social, bon, le travailleur social qu'on avait disait c'est occupé, mais la personne peut ouvrir la porte et envoyer un coup d'œil. Donc, qu'on ne pouvait pas empêcher, et malheureusement. Parce qu'on n'a pas de clé? Oui, bien sûr. OK, merci. Merci. Sarmit? Oui, j'ai 2 questions par rapport à l'intervention que M. Benoît vient de faire. Donc, la première, c'est si la patiente elle a identifié la personne qui a divulgué l'information, donc qu'il s'agit d'une prestataire du CDV. Donc, est-ce que déjà vous avez pris contact avec la prestataire pour entendre sa version? Ça, c'est la première question. OK, et je vais répondre non, parce que premièrement, le but du cas, c'est trouver une réponse, premièrement, de ce qu'on allait faire, ce qu'on va faire et comment procéder aussi, parce que il s'agit d'une collègue, de toute façon, il y a la manière de faire. Donc, et c'est une raison principale que j'étais tellement excité de voir comment gérer cette situation. Donc c'est l'une des raisons de la présentation du cas. D'accord. Donc, à mon avis, il faut que le centre il contacte le prestataire ou la prestataire, je ne sais pas si c'est une femme. Donc, parce qu'il faut que vous ayez sa version des faits aussi. Donc, avant de pouvoir prendre n'importe quelle décision. Et puis, deuxièmement, ce que je n'arrive pas à comprendre, même si une personne, pendant que le travailleur social, il est en conversation avec la personne qui le reçoit, donc même si une personne frappe et rentre, je pense que le travailleur social, il a dû faire silence pendant que la personne pénètre la salle. Donc, je ne vois pas comment, en pénétrant la salle, le prestataire ou bien n'importe quelle personne pourrait entendre tout le fil de la conversation. Ou encore, est-ce que le bureau du travailleur social, même s'il est partagé, s'il n'est pas un petit peu isolé quand même, parce que c'est des cas délicats. Donc, normalement, là où le travailleur social reçoit les patients, il ne devrait pas y avoir un autre bureau. OK. Et je veux m'en souvenir exactement du premier volet de la question. Et reprenez à peu près l'idée pour que je puisse répondre, s'il vous plaît. Oui, ce que je disais, je ne comprends pas comment une personne qui pénètre furtivement. OK. Merci. Et ce que je veux vous dire, c'est que quand une personne rentre dans le bureau du travailleur social, c'est exactement pour 2 raisons. Pour avoir, pratiquement 3 raisons. Avoir un résultat positif, un résultat négatif ou indéterminé. Donc, fort souvent, quand on discute beaucoup plus longuement avec une personne, parce que
n'essayez pas de prendre les prestataires pour des, entre guillemets, imbéciles. Il connaît la procédure. Quand une personne a un résultat négatif, le post-test sera moins long. Quand il a un résultat et cette personne a un résultat positif, le post-test sera plus long, plus poussé. Donc, puisque je suppose, madame avait pris beaucoup plus de temps que d'ordinaire, la prestataire estime que c'est un résultat positif. Donc, c'est parce que la structure de l'hôpital, quand une personne rentre, quand elle rentre, les gens peuvent l'identifier facilement. Et la structure même du CDV, puisque ça se trouve dans un coin, bon, pas dans un coin de manière isolée, parce qu'il y a d'autres boxes de consultation à côté, mais dès que vous venez à l'hôpital, ok, Al-Sida, comme c'est Al-VIH là, on connaît l'emplacement exact. Donc, dès qu'une personne prend ce chemin, et les prestataires ou pratiquement savent et la raison d'être et de la visite pratiquement. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question dans le chat. Est-ce qu'on a dépisté aussi le futur époux? Si oui, quel était son résultat? Et honnêtement, cette question, je ne peux pas répondre exactement parce que peut-être qu'elle était dans le stratégie cas contact cas index et donc je ne peux pas donner une réponse spécifique parce que là maintenant je n'ai pas cette réponse malheureusement. D'accord, merci. Et maintenant on va passer aux différentes recommandations. La recommandation que vous avez à faire à M. Saddam. Pour moi, c'est encore Dr. Lafosse, pour moi, il faut avoir un site spécifique pour un CDV dans un espace spécifique et bien sécurisé. Merci. Autre recommandation? Autre recommandation? Et oui, comme je le disais tout à l'heure à M. Saddam, il faudrait qu'il ait un entretien avec la prestataire qu'on a identifié parce qu'avant tout, il faut qu'ils aient que l'hôpital ait, ou bien je ne sais pas, le sang qu'ils aient et la version des faits de la prestataire. Donc, on ne peut pas juger sans connaître les deux parties et de l'histoire. Merci. Une seconde. Oui, moi, j'ai une proposition. La chose aussi, oui, je suis d'accord avec la personne qui vient de parler, mais il faut aussi s'assurer de la confidentialité en recevant les prestataires. Donc, on ne peut pas admettre qu'un client soit à l'intérieur et que des gens rentrent et sortent. Ça, c'est inadmissible. Donc, il faut vraiment s'assurer que la confidentialité du client soit respectée. S'il y a une clé dans la serrure, s'il y a du monde à l'intérieur et que les gens ne veulent pas respecter la consigne de ne pas rentrer, il faut fermer la porte à clé. Merci. Excusez-moi sur cette recommandation, mais il y a aussi l'aspect sécuritaire, puisque avant tout, c'était une travailleuse sociale. Oui. Malheureusement, on est au niveau des recommandations. OK, d'accord. Merci. Non, mais écoute, je te comprends, mais si tu ne peux pas garantir que les gens ne vont pas rentrer, tu ne peux pas. Mais maintenant, tu auras un deuxième cas, tu auras un troisième cas. Oui. Parce merci. que si vous pouvez faire de telle sorte que vraiment vous exigez que les gens restent à l'extérieur, que nous ne rentrons pas quand il y a du monde, à ce moment, ce n'est pas la peine de fermer. Mais dans le cas contraire, il faut trouver une solution. Merci. On va prendre une dernière recommandation avec l'expert d'aujourd'hui, Dr. Gérald Lorbourg. Bon, moi, ce que j'ajouterai, c'est qu'il faut faire de la formation continue pour tout le personnel, c'est-à-dire y compris la prestataire qui a signalé le cas. Parce que, qu'est-ce qui arrive? On a toujours la tentation de divulguer ce qu'on a vu. Or, s'il n'y a pas de rappel de temps en temps, on va oublier. Donc, il faut faire la formation pour tout le personnel pour expliquer que nous sommes dans une institution sanitaire, ce que nous voyons, nous ne devons pas divulguer. Parce que, ce que j'ai compris, on n'a fait seulement que dire qu'on a vu. OK?
Parce qu'il y a un stigma, dès qu'on va là, c'est SIDA. Donc, il faut faire de la formation continue pour tout le personnel. Deuxièmement, avoir des procédures, OK, pour savoir qui a accès au dossier, etc. J'ajouterai d'autres à l'autre point après, dans ma présentation. D'accord. D'accord. Merci. Alors, je vais faire un résumé de recommandations. Et, avoir un CDV dans un espace spécifique. Deuxièmement, avoir une conversation avec la prestataire pour avoir sa version des faits. Troisièmement, il faut avoir aussi la confidentialité du client. Il faut conserver la confidentialité du client. Faire des formations continues pour tout le personnel et avoir une procédure pour les documents des clients. Maintenant, Sadam, est-ce que vous pensez que dans 100 ans, on est en mesure pour que les recommandations soient capables d'appliquer? Bien sûr, bien sûr. OK, merci beaucoup. Ouvre le micro nous et applaudis chaudement M. Sadam pour la présentation qu'elle a jeudi. Merci. Maintenant, on a passé à la deuxième question de sondage, non? S'il vous plaît, Renol. La plus bonne réponse, alors. OK, docteur Lebou, est-ce que vous êtes déjà prêt? Vous pouvez commencer par partager l'écran. Oui, tout de suite. Merci. Vous êtes autorisé à partager l'écran? Très bien, très bien. Merci, le temps est écoulé. Tout le monde a la meilleure réponse, c'est D. 100% de personnes ont répondu à la meilleure réponse. Tous les prestataires de soins. Merci à chacun de vous qui a participé aux différentes questions de sondage. Maintenant, c'est au tour de Dr. Gérald Lebou pour la présentation didactique d'aujourd'hui. Bon. Bonjour tout le monde. Bonjour, docteur Lebou. Bon. OK. Monsieur Hamel t'a contacté me lundi pour te dire, est-ce que nous avons fait une présentation pour lui sous question de confidentialité? Docteur Lebou? Oui. Vous entendez là? Bien? Veuillez faire F5 sur votre clavier, s'il vous plaît. Allô? Veuillez faire F5 sur votre ordinateur. Un mot présentateur, s'il vous plaît. J'ai fait oui. F5, ça veut dire autre chose.
OK. Veuillez avancer, s'il vous plaît. Merci. Vous voyez maintenant? Non, vous pouvez le faire en mode présentateur comme la dernière fois pendant le test. OK. Monsieur. Attendez un petit moment. Docteur. Stop sharing. OK. OK. Screen 1. Hein? Allô? Et puis. Ça va, chérie, je Non. tiens, je tiens. Là. Est-ce que là, vous voyez? Non? Oui, maintenant, vous pouvez mettre en mode présentateur. OK, good. Vous voyez? Ça va? Oui, ça va. OK. Bon. Non, c'est que... Ou bien ça va? Non, ça ne va pas. Vous avez activé le deuxième écran, docteur Gérard? Non, le deuxième écran n'est même pas connecté. Attendez un petit moment. OK. Regardez s'il y a écran 1 et écran 2. Écran 1. OK. Là, ça va? C'est parfait. OK, good. Bon. OK. L'objectif pour nous, c'est que vous soyez en mesure à la fin de la réunion de comprendre les problèmes causés par la non-observance de la confidentialité, comme nous l'avons vu dans le cas de nuit, et de connaître quelques mesures à prendre, ce qu'on a essayé de faire tout à l'heure. OK? Bon. Ça, c'était le problème qui a été présenté par Sadam. Bon. Ce problème paraît courant en Haïti, mais ses conséquences sont graves sur la plupart des programmes, surtout comme certains programmes comme le SIDA. Et nous devons rappeler que le personnel doit garder secret toute information apprise sur le lieu du travail. Quand je dis sur le lieu du travail, même ce qu'on voit, parce que dans le cas précis qui nous intéresse, la personne a vu aussi, a dit que j'ai vu rentrer. Donc, si on va là, c'est ça. Et nous allons faire un rappel sur la confidentialité, le secret, et faire quelques suggestions pour éviter ce problème. Si nous parlons de confidentialité, nous devons dire que c'est le caractère réservé d'une information, d'un traitement dont l'accès est limité aux seules personnes admises à la connaître pour les besoins du service ou aux entités et processus. Mais dans notre cas précis, il y a beaucoup de gens qui ont vu. Mais dès qu'on voit, il ne faut pas les dire. Confidentiel est l'adjectif qui caractérise ce qui ne peut être divulgué. Ça veut dire que c'est j'ai ouais bouche P, nous tendez bouche P. Et on ne peut pas le dire sans l'accord de la personne qui détient la confidence. C'est-à-dire que la personne qui sait quelque chose ne peut pas aller parler sans l'accord de la personne. Et il y a un secret professionnel, un secret médical. Ces deux termes sont employés indifféremment. Tout ce qu'on apprend, on doit garder ça secret. Donc, secret, ça veut dire que on sait, mais ce n'est pas accessible. Et parmi tous les secrets, le secret médical, c'est un secret très important comme secret professionnel. Pourquoi? D'abord, dans l'intérêt du patient. Qu'est-ce qu'on a vu? Le patient va cesser de fréquenter la clinique.
probablement le patient qui avait ça allait bien pour elle, elle ne va plus probablement venir prendre ses médicaments. Et qu'est-ce qui va arriver? Le couple soignant-soigné a une relation de confiance. Ça, c'est le mot-clé dans tout ce qu'il y a dans la confidentialité. Confiance et sur la discrétion. Alors, secret professionnel, c'est quoi? Le médecin, le personnel médical pénètre dans la sphère de la vie privée de la personne la plus intime, à laquelle accèdent rarement les autres professionnels. Parce que dans la profession médicale, eh bien, on peut dire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de professions, on peut dire à une dame de vous déshabiller. Et la dame, avec son consentement, va le faire. OK? Et qu'est-ce qui arrive? Le patient fragilisé par la maladie est particulièrement vulnérable. Donc, il faut protéger ce patient-là. Et parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un patient qui va dévoiler tout de sa tête, qui va dévoiler son intimité physique, etc. Donc, il a donc droit au respect de sa vie privée. On sait, mais on ne doit pas dire. On connaît des informations, mais on ne doit pas les divulguer. Okay? Et le secret médical s'impose à tout le personnel médical. J'avais mis médecin parce qu'on m'avait dit que c'était pour des médecins seulement, mais à tout le personnel médical. D'ailleurs, le questionnaire passé tout à l'heure en a parlé. OK? C'est une véritable obligation de discrétion professionnelle et il représente un droit fondamental pour le patient. C'est un pilier important dans l'exercice de la médecine. Dans le cas qui nous intéresse, qu'est-ce qui va arriver? La personne va faire beaucoup de tort au programme. Parce que quand la personne va dire à d'autres personnes, quand on va à cette clinique-là, eh bien, toute bagaille nous dans la rue, automatiquement, il y a des gens qui n'iront pas. Et il y a une phrase que vous devez vous rappeler. Il n'y a pas de soins sans confidence. Dès que vous allez pour des soins, vous allez faire des confidences. Il n'y a pas de confidence sans confiance. On vous fait confidence, on vous fait des confidences, c'est parce qu'on a confiance en vous. Et vous devez mériter cette confiance. Et il n'y a pas de confiance sans secret. Et quand on parle de secret, quand on vous confie un secret, il ne faut pas aller dire ça à une autre personne pour dire, c'est où seulement me dit ça, pas répéter le nom. Et la personne va faire quoi? Va dire ça à une autre personne. C'est où seulement me dit ça, pas répéter. Tout le monde va savoir sans, en disant, je ne vais pas répéter, mais on va répéter et ce ne sera plus secret. Donc, on vous fait confiance, gardez le secret. Sont couverts par le secret médical. Déclaration du malade, diagnostic, dossier. Tout à l'heure, j'ai entendu dire comment sont tenus les registres. Est-ce que les registres sont où? Mais il faut ajouter, on peut être dans une salle, mais c'est une salle accessible, qui n'est pas sous clé, qui a la clé. Ce qui est vu, les conversations surprises au domicile lors d'une visite, les confidences des familles, tout ça, ça doit être dans des secrets. Quels sont les professionnels concernés? C'est tous les professionnels, oui, qui sont concernés. Étudiants en médecine, les externes, les internes en milieu hospitalier, les dentistes, pharmaciens, sages-femmes, toutes les professions qui contribuent aux soins auxiliaires, infirmières, masseurs, kinésithérapeutes, podologues, etc. Tout ça. Et quand on va dans une clinique, vous faites la formation sur la confidentialité, même le garçon, vous devez l'intégrer dans votre formation. Parce que le garçon peut dire, on est à l'entrée là. Il dit ça de façon anodine, mais ça peut avoir des conséquences. Donc, qu'est-ce qu'on doit garder secret? Les résultats d'examen, des radiographies, des comptes rendus de consultation, des interventions, d'exploration ou d'hospitalisation, de protocoles de prescription thérapeutique de mise en œuvre, des feuilles de surveillance, des certificats médicaux.
Et dans les certificats médicaux, il faut savoir ce qu'on va mettre et aussi ne pas donner de faux certificats. Ça ne fait pas partie de la présentation, mais il ne faut pas donner de faux certificats. Les règles de communication des informations médicales. Les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées qu'à la personne à laquelle elles se rapportent, à l'intéressé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas donner à une tierce personne un rapport pour une personne. C'est-à-dire que si vous avez les résultats de laboratoire pour une personne, vous ne devez pas remettre ça à une autre personne sans son autorisation. Les tierces personnes n'ont pas accès, sauf accord avec l'accord du patient. Tout ça, c'est pour garder la confidentialité. Bon, nous savons que dans un établissement, on peut partager le secret entre plusieurs professionnels. OK? Parce que pour assurer la continuité des soins ou pour déterminer la meilleure prise en charge possible, les professionnels de santé peuvent avoir à échanger des informations sur le patient qu'ils prennent en charge. Ça, il n'y a pas de problème pour ça. OK? Ça veut dire que plusieurs personnes, 2 ou 3 ou plusieurs professionnels de santé peuvent échanger des informations relatives à une même personne prise en charge à la condition que celle-ci ne soit pas opposée à cet échange-là. OK? Cela signifie que la personne concernée sait explicitement que des informations la concernant vont être échangées et qu'elle a la possibilité de s'y opposer. Le patient peut refuser à tout moment que des informations qui les concernent soient communiquées à une ou plusieurs professionnels de santé. La personne malade a le droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant. Ce secret couvre l'ensemble des informations venues à la connaissance du professionnel de santé. Et quand je dis l'ensemble des informations qui sont portées à la connaissance du professionnel, je vais vous donner un exemple. Il y a un médecin qui voit rentrer dans sa clinique. Dans la clinique, il y avait plusieurs médecins. Qui va rentrer la femme d'un voisin. Plus tard, il rencontre le mari. Il dit au mari, « Oh, ce matin, j'ai vu un tel à la clinique. » La femme, le mari a été parlé à la femme a assigné le médecin. Et le médecin a perdu. Parce que c'est secret professionnel. Vous m'avez vu à la clinique, vous ne devriez pas divulguer cette information. OK? Tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a appris dans l'exercice de sa profession. Et il s'impose à tous les professionnels de santé et aux professionnels intervenant dans le système de santé. L'échange d'informations est possible entre professionnels afin d'assurer la continuité de la prise en charge et pour déterminer la meilleure prise en charge possible. Bon, je dois vous rappeler qu'il y a dans le Code pénal haïtien un article que probablement vous connaissez déjà, c'est l'article 323 qui dit ceci. Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et tout autre professionnel, personnes dépositaires par état ou profession des secrets qu'on leur confie, qui hors la loi, hors le cas où la loi les oblige de se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'1 mois à 1 an. Ce qui veut dire que, outre le problème d'éthique médicale, mais il y a le problème pénal aussi. Donc, c'est pourquoi nous devons respecter la confidentialité. Alors, je termine assez rapidement. Il faut toujours se rappeler, il n'y a pas de soins sans confidence, de confidence sans confiance, de confiance sans secret. Deuxièmement, tout ce que le médecin, le personnel voit ou entend sur le lieu du travail doit rester sur le lieu du travail et ne doit pas être partagé avec des personnes en dehors de l'établissement. OK? Ensuite, je vous suggère d'avoir une charte de confidentialité. OK. Je vous suggère comme mesure à prendre la formation continue. La plupart
Dans la plupart des établissements, à un certain moment, on a parlé de confidentialité. Mais on doit renforcer cela par de la formation continue. Périodiquement, chaque 3 mois, il faut en parler. Qu'on ait des cas, qu'on n'ait pas des cas. Et il faut impliquer tout le personnel. Quand je dis tout le personnel, même le garçon qui est à la barrière. Parce que si le garçon dit, ah, j'ai vu rentrer un tel, ça peut être un problème. Deuxièmement, il faut avoir de la supervision dans le sens de contrôle et formation. C'est-à-dire que quand vous faites la supervision dans l'établissement, vous voyez que les dossiers qui traînent, etc., sur place, il faut suggérer quoi faire, etc. Mais il faut aussi avoir des procédures sur la tenue des dossiers. Ne pas laisser les dossiers traîner. Il faut savoir qui a accès. Il faut savoir est-ce que les dossiers sont gardés sous clé. Actuellement, dans beaucoup d'établissements, les informations sont sur ordinateur. Eh bien, ces dossiers-là doivent être gardés avec un mot de passe. On doit savoir qui a ces mots de passe-là. Et on doit changer les mots de passe périodiquement. Et il faut on peut avoir des programmes avec des moyens de contrôler qui a accès à ces dossiers-là. Il y a des établissements qui ont des chartes de confidentialité. La personne s'engage à ne pas divulguer, à ne pas publier, à ne pas parler des informations apprises pendant son travail et à les garder confidentielles. Merci de votre attention. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, Dr. Lebourg. Maintenant, on fait place aux différentes questions que vous avez par rapport à la présentation didactique qui avait pour terme « Importance de la confidentialité en médecine clinique ». Dr. Lebourg est prêt pour vos questions. Les questions? Bon, comme je vois qu'il n'y a pas de questions, alors moi, je me demande, est-ce que ça répond à ce que les participants attendaient? Je demande aux participants. Bonsoir, Dr. Lebourg. La présentation a été vraiment bien explicite et bien partagée avec le groupe. Toutefois, j'ai une question assez pertinente à vous faire. Vous avez demandé que les ordinateurs soient sécurisés avec un code qui doit être renouvelé idéalement chaque 3 à 6 mois. Maintenant, si on est en face d'un directeur médical qui refuse cette approche, comment doit-on arriver à le convaincre? Oh. OK. Pour convaincre quelqu'un, on convainc avec des arguments. Il faut lui expliquer que de la sécurité informatique, il faut périodiquement modifier les mots de passe et savoir quelles sont les personnes qui connaissent ce mot de passe. OK? Parce que pourquoi il faut changer périodiquement, c'est pour que on peut avoir au niveau Internet un envahissement des gens qui essaient d'y accéder. Donc, c'est aussi une raison. Ça veut dire que, à mon avis, avant de faire ça, il faut, proposer des procédures et si dans la procédure, le directeur l'accepte, à ce moment-là, ça va marcher.
Mais s'il n'y a pas de procédure, vous dites que, oh, il faut changer périodiquement, la personne ne va pas comprendre. Il faut dire pourquoi il faut changer. Or, la raison pour changer, c'est qu'on peut avoir un pasteur qui est connu de beaucoup de personnes. Il y a des gens qui ne sont peut-être plus dans l'institution, etc. Et il y a des gens qui ont peut-être diffusé ça. Donc, il faut changer ça périodiquement et avoir une liste qui connaît ça. OK? Merci, docteur. Un dernier point. OK. Quand on a un password pour un ordinateur, il ne faut pas donner le password. Il faut savoir qui a accès. Et quelquefois, il y a des programmes qui permettent chaque personne a son mot de passe pour y accéder. OK? OK, merci. Merci. D'autres questions? Samit? Oui, merci. Merci, docteur Leroux, pour la présentation. On a appris pas mal de choses en peu de temps. En fait, ce n'est pas une question que j'ai, c'est une réflexion que je me fais toujours. Donc, je me dis que je dois le partager. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas insister sur le fait d'apprendre aux patients à connaître leurs droits, par exemple, surtout dans ces genres de services. En Haïti, on a un problème, les patients, ils considèrent les prestataires comme des dieux. Donc, de ce fait, ils ont peur de poser des questions, ils ne connaissent pas leurs droits. Donc, moi, ce que je disais toujours, quand on reçoit ces genres de patients, il faut leur dire, il faut leur apprendre leurs droits. Donc, vous êtes là, personne n'a le droit de divulguer vos informations, etc. Donc, des choses de ce genre. Et ensuite, Dr. Leroux a parlé de la charte de confidentialité. Je suis complètement d'accord. Et je pense que c'est quelque chose que chaque institution devrait instaurer parce que quand on sait qu'il y a des balises, et si on franchit ces balises, il y a des peines qu'on peut encourir. Donc, je pense que ça va un peu limiter les dégâts au sein des institutions concernant la divulgation. Parce que ce n'est pas seulement l'institution d'Henry qui a connu ces genres de cas. Donc, peut-être qu'on n'en parle pas assez. Donc, mais il y a beaucoup d'institutions, beaucoup de personnes qui sont victimes. Moi-même, ce que j'aurais suggéré, donc peut-être c'est pas pour aujourd'hui, pour demain, mais quand même c'est une pensée, c'est que les patients, ils connaissent leurs droits. Donc, et qui doit apprendre aux patients? C'est nous, quand les patients ils viennent nous trouver, on doit leur expliquer, voici vos droits, voici ce que le prestataire a le droit de faire ou n'a pas le droit de faire. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, alors je dis merci à Dr. Leroux pour sa brillante présentation et je demande à chacun de vous d'ouvrir votre micro afin d'applaudir chaudement Dr. Leroux. Merci. Merci à chacun de vous qui a été présent et avant de terminer, je fais place à M. Hamel pour la suite. Merci, Madame Katia. Donc, je dis un grand merci à tous les prestataires qui ont pu participer à la session d'aujourd'hui. Donc, nous saluons Noah. Noah, vous êtes encore là? Oui, je suis. Donc, à tout seigneur, tout honneur. Je pense que Amel vient d'avoir juste un léger problème de connexion, mais il voulait donner la parole à Noah pour se présenter à vous. Bonjour, je m'appelle Noah. Je viens de commencer avec Projet Echo. Je viens de recevoir mon diplôme de l'université George Washington à Washington. Et donc, je suis très content d'être ici et de pouvoir vous aider et faciliter les programmes d'écho. Merci. Merci Noah, je pense que c'est le moment. Peut-être levons juste la main pour souhaiter la bienvenue. La bienvenue. Voilà. Bienvenue Noah dans cette Merci grande beaucoup. famille. Docteur de la Force, je pense que le temps... Oui, Amel vient de nous rejoindre. Amel.
Oui, Conan, merci. Merci d'avoir assuré l'intérim. Donc, merci Noah. Et nous vous disons encore bienvenue à ECHO. Vous êtes dans votre famille. Merci beaucoup. Merci. Donc, ça fait belle lurette. Nous n'avons pas vu Juta. Juta, vous êtes encore là avec nous? Oui, amen. Bonjour à tout le monde. C'est très bien que vous avez l'opportunité de continuer les sessions et c'était très intéressant aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'être ici, observé. Merci, merci Juta. Donc, ça fait belle lurette également qu'on n'a pas vu Dr. Lafosse. Dr. Lafosse, vous n'avez pas un petit mot à placer? J'y suis. Merci pour l'évolution du programme et pour l'intérêt porté par les prestataires et pour le choix des sujets présentés et les experts identifiés. Merci et bonne continuité. Je suis toujours avec vous. Merci, Dr. Lafosse. Il y a David Montreuil qui a peut-être une suggestion à nous faire. David, vous êtes encore là? David Montreuil. Peut-être qu'il s'est déjà parti. Donc, nous remercions d'une façon spéciale tous nos sites, tous les hôpitaux qui ont pu participer à la session d'aujourd'hui. Les mots nous manquent sincèrement pour vous remercier. Et ce serait vraiment un peu difficile de saluer tous les prestataires, tout un chacun, de manière particulière. Mais au fond de nous, au niveau du hub, nous saluons tous les prestataires qui ont rendu possible cette session d'aujourd'hui. Sur ce, nous vous disons encore merci. Au revoir, à la semaine prochaine. Merci Conan. Merci à tous. Bye. Merci, au revoir. Bye bye. Merci Samit. Bravo, Dr. Gérard. Au revoir et merci. Madame. Merci. Merci. Oh, à votre plaisir, docteur, à votre service, docteur. Merci, docteur Lembourg. Merci. À la prochaine. Donc, je crois que ces genres de thèmes intéressent vraiment les prestataires. Et nous attendons encore beaucoup plus de vous, docteur Lembourg. Je suis à votre disposition. Merci. C'est ça. Merci. D'accord, bye bye. Bye.